Volodymyr Zelensky est sans doute celui qui est le plus fébrile dans le monde et qui va observer les résultats de mardi, le vote de mardi et les résultats du lendemain. Parce que si Donald Trump l'emporte, il a promis, il a été très clair, il l'a dit maintes fois, il a promis de régler la question ukrainienne en 24 heures. Bon, personne n'imagine qu'un règlement de la question ukrainienne en 24 heures, dans une discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, profite à l'Ukraine. Personne n'imagine cela. D'autant que la situation, au moment où nous nous parlons, n'est pas terrible, n'est pas bonne pour l'Ukraine. Dans la semaine qui vient de s'écouler, la Russie a conquis 200 km² de territoire ukrainien. C'est la plus grande avancée depuis le début de l'année 2024. Je rappelle, les téléspectateurs d'LCI le savent, qu'une dizaine de milliers de soldats nord-coréens sont en Russie. On peine à le croire à chaque fois qu'on le dit. Mais une dizaine de milliers de soldats nord-coréens sont actuellement en Russie. Kiev prétend également, c'est une information, ou en tout cas une expression qui date d'aujourd'hui, Kiev prétend également que le Tchétchène Kadyrov s'apprête à envoyer plus de 80 000 hommes en renfort sur le front. Pour qu'on sache de quoi on parle, je suis sous le contrôle du colonel Goya, mais il y a 400 000 hommes en tout russes. Sur le sol ukrainien, c'est ça. À peu près. Donc si on a 80 000 Tchétchènes qui arrivent, ça, quand même, oui. Ça pèse. À part qu'il n'y aura pas 80 000. Alors, vous allez nous dire. vous allez nous dire, colonel, ce qu'il en est. Mais en tout cas, Zelensky s'impatiente. Il s'impatiente, il s'exaspère même, au fond, des alliés occidentaux, dont il considère qu'ils sont trop mous. Il appelle ça la réaction zéro. Vous l'avez entendu récemment. Colonel Goya, justement, je voudrais que nous regardions ensemble la carte. Je venais de parler des progressions là, en cette fin du mois d'octobre. On va voir cette carte qui va apparaître. Voilà, 200 km² gagnés. Ça, ce sont sur les derniers jours, en une semaine. Est-ce que pour vous, colonel, il est en train de se passer quelque chose là sur le terrain qui expliquerait aussi pourquoi Volodymyr Zelensky s'exaspère ou s'impatiente? Eh bien, finalement, pas tant que ça. Je veux dire, je pense qu'il y a globalement, on le sait, la stratégie russe, c'est une stratégie de pression permanente partout. On attaque partout, de séries de petites attaques le long du front. On attaque aussi, si possible, on bombarde l'arrière, etc. Donc on fait pression, les Russes font pression un peu partout, en espérant faire craquer, à un moment donné, les Ukrainiens en endroit, puis obtenir quelque chose de décisif. Donc ça dure des mois et des mois. On pourrait même remonter, d'ailleurs, c'est sensiblement la même méthode depuis 2 ans, en réalité. Bon, mais donc oui, il progresse, pour le coup, oui, il progresse. Mais la question qui se pose, c'est d'abord, il progresse, ok, il y a une accélération, une progression, mais ça reste des choses qui sont assez minimes à l'échelle de la carte. 20 km² de vide, en réalité, en termes stratégiques, ça n'a pas d'importance. Ce qui est la tendance un peu nouvelle, c'est qu'il y a une forme d'accélération. Notre tendance un peu nouvelle, c'est que les Ukrainiens semble céder le terrain que l'on voit plutôt, je vais dire autrement, le terrain que l'on voit cédé par les Ukrainiens n'est pas forcément détruit, c'est-à-dire qu'on constate que les Ukrainiens ne s'accrochent pas forcément sur chaque kilomètre-carré, ce qui peut être considéré à la fois comme un indice peut-être d'effondrement, mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire un indice d'une stratégie, une bonne stratégie que le général Syrski, le chef d'état-major, avait plutôt indiqué, ce qu'on appelle ça la défense active, c'est-à-dire on ne s'accroche pas sur on ne se fait pas matraquer. Parce que c'est ça en fait, le combat de ce type, c'est on est sur une position, on se fait matraquer par des bombes aériennes planantes, on se fait matraquer par l'artillerie russe et on perd beaucoup d'hommes par l'artillerie, beaucoup plus que par les combats au contact. Ça sert à rien de perdre des hommes pour des kilomètres carrés de vide et on s'accroche, on gagne du temps. On essaie d'infliger le maximum de pertes, d'user les forces russes et on tient, on lâche un peu, on tient les grands bastions. Toujours, et puis on peut rester comme ça pendant des mois. L'hiver va arriver, enfin l'automne va arriver, ça va déjà ralentir les opérations, et ça permet, c'est une stratégie défensive qui permet peut-être de tenir en attendant des jours meilleurs, parce que c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, pour l'instant, ça tient. Et donc le vrai combat qui se passe en réalité pour les Ukrainiens, il se passe plutôt à l'arrière en réalité. Ça se passe un combat de réforme de l'armée ukrainienne, c'est un combat de mobilisation, c'est un combat pour acquérir des ressources nouvelles auprès des alliés occidentaux. C'est ça, il faut tenir en attendant de modifier le rapport de force et en espérant que de l'autre côté, du côté russe, ça finisse par s'user, par s'essouffler. Et peut-être qu'en 2025, on basculera sur une autre situation. Nicole Bacharan, est-ce que Zelensky s'inquiète tout simplement de ce qui va se passer aux États-Unis ?
Bien sûr, bien sûr. Là, l'aide à l'Ukraine a été votée après des mois de difficultés au Congrès, difficultés causées par Donald Trump, puisqu'il téléphonait tous les jours à ses troupes qui considéraient que c'était à lui, les représentants républicains au Congrès, pour bloquer l'aide à l'Ukraine. Et puis finalement, ça a fini par passer. Donc ça a été voté. Il y en a, j'ai envie de dire, pour un certain temps. Les commandes sont passées, les transports sont en route. C'est pas du jour au lendemain qu'il n'y aura plus de matériel et de moyens qui arriveront en Ukraine, mais néanmoins, vous l'avez dit au début, quand Donald Trump annonce la paix en 24 heures, ça veut dire dépecer l'Ukraine. Oui. Il n'y a rien d'autre dans le plan. Les histoires de zones tampons garanties par l'Union européenne, et une Ukraine neutre, interdiction de jamais être rattachée à l'OTAN ou à l'Union européenne, c'est juste dire à Vladimir Poutine, prends un peu ton temps, sois pas trop visible et continue. Ouais. Enfin, il n'y a aucune... Il faut se rappeler aussi qu'au-delà du tropisme visible de Donald Trump vis-à-vis des autocrates et de Poutine en particulier, il déteste l'Ukraine. Il déteste Volodymyr Zelensky. Ça ne date pas d'hier pour lui, c'est l'Europe. C'est un petit bonhomme qui s'oppose à un autocrate. Il déteste ça. Et puis il y avait un grief très particulier en 2018, alors que déjà il y avait de l'aide militaire à l'Ukraine votée par le Congrès, où le président n'avait plus qu'à mettre sa signature. Il était président, Donald Trump, il a refusé de le faire parce qu'il exigeait de Volodymyr Zelensky qu'un procureur ukrainien lance une enquête contre la famille Biden et d'éventuelles affaires faites par la famille Biden en Ukraine. Donc Trump préparait déjà la campagne de 2020 qu'il opposerait à Joe Biden, pardon. Donc ce petit pays qui résiste et ce petit bonhomme à la tête qui lui a résisté, car Zelensky a refusé, c'est insupportable. Et évidemment, il en fera bon marché à la première occasion. Ils se sont vus fin septembre dans une atmosphère absolument glaciale. J'accueille le grand témoin de cette émission, le général Michel Yakovlev. Bonsoir, général. Je vous en prie, rejoignez-nous. Grand témoin, ce sera un grand. C'est ça, vous êtes le grand témoin. Ben, si, je suis heureux de retrouver avec vous. Ne soyez pas modeste. Michel Goya a dit tout ce que j'avais à dire. Donc Non, parce que j'ai pas encore eu le temps d'interroger Michel sur les Tchétchènes. Alors, vous voyez, je vous attendais, parce que je veux voir si vous êtes d'accord. Il me laissait entendre, Michel Goya, que les informations, ou en tout cas l'expression ukrainienne d'aujourd'hui, consistant à dire, attention, il y a 80 000 Tchétchènes qui arrivent en renfort, Michel Goya semblait dire, c'est pas vrai. Qu'en dites-vous ? Oui, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais c'est pas grave. Je veux dire par là, c'est pas la première fois qu'on annonce les Tchétchènes et vous allez voir ce que vous allez voir. Et à chaque fois, le soufflet est retombé et assez vite. Donc, Kadyrov est-il capable de mobiliser 80 000 hommes ? À titre personnel, j'y crois pas, mais bon. Ensuite, ce qu'il arriverait à mobiliser... Pourquoi vous n'y croyez pas ? Parce que c'est la Tchétchénie, parce que c'est la société comme ça, parce que sa capacité institutionnelle, organisationnelle, elle n'est pas là, parce que ce qu'on a vu au mieux, c'est quelques milliers de bandits. C'est pas une armée, Kadyrov. En revanche, ça me plaît beaucoup qu'il veuille faire ça, parce que je pense que Kadyrov se met dans l'optique du post-Poutine. Ah oui. Il voudrait avoir une armée de 80 000 hommes. Parce que quand la guerre civile commencera en Russie, il y a 27 armées et milices en Russie, dont Kadyrov. Avoir 80 000 hommes à sa botte, ça va vraiment lui rendre service pour compter dans un... Donc je pense que Kadyrov essaie de se mettre dans une optique post-poutinienne. Pourquoi vous dites quand la guerre civile commencera en Russie ? On a le sentiment qu'au contraire, tout sourit à Poutine ces derniers jours, ces dernières semaines. Oui, parce que ça fait 6 mois qu'on observe chaque jour comme la projection d'hier. Depuis 6 mois, les Russes poussent. Et comme l'a très bien dit Michel tout à l'heure, la guerre, il y a la pression, ça avance. Pas si vite que ça quand même, ça avance pas au galop. Ça avance plus vite maintenant, mais ça reste au pas. Avant, c'était en rampant, maintenant, c'est au pas lent. Mais ce qu'on ne perçoit pas, de mon point de vue, c'est que depuis mars dernier, Poutine a calibré tout son effort avec un apogée le 5 novembre. Il vise l'élection américaine. Donc, depuis 6 mois,
il jette toutes les munitions qu'il a, tous les soldats qu'il a, tous les blindés qu'il a, et j'ai une plaisanterie qui est de dire, il sort tout ce qu'il y a dans la cuisine, les pommes et les sacs de farine, il les jette aussi, si vous voulez. C'est tout ce qu'on a sous la main, on le jette. Dans quel but alors ? Dans le but d'impressionner tout le monde, et que dans l'hypothèse, dans son rêve d'une élection de Trump le 5 novembre, l'Ukraine soit totalement découragée. La théorie de victoire de Poutine, c'est le découragement de l'Occident. Il ne peut pas battre l'Ukraine tant qu'elle est soutenue. L'Ukraine soutenue par l'Occident, même mal soutenue, hein. Mais tant que l'Ukraine a encore un espoir de soutien de l'Occident, avec les moyens qu'il a, il ne peut pas vaincre l'Ukraine. Alors justement, mal soutenu. Est-ce que Zelensky a raison de s'agacer, de s'impatienter quand il dit sur les Nord-Coréens, c'est la réaction zéro. Mes alliés ont une réaction zéro. C'est même pire que zéro. Enfin, faut que je fasse gaffe à mon vocabulaire de comique troupier là. Donc c'est pire que zéro. Voilà, mais allez-y. C'est nul, c'est nul à chier, c'est insupportable. Vous n'entendrez jamais Trump pour dire de vocabulaire. Voilà. Donc là, c'est quand même frappant. Il y a un mois, il y a eu l'annonce de les missiles balistiques iraniens donnés. Ça, c'était quand même, c'est pas comme s'ils avaient rien donné avant. Mais là, il s'est rien passé. Il y a eu une condamnation. On a dit oh là là, c'est grave. Mais on n'a pas dit, par exemple, OK, alors maintenant, on libère nos missiles qui iront frapper où ils voudront, et vous l'avez cherché, Poutine. Et maintenant, il y a les Nord-Coréens qui viennent. Ils ne changeront pas la guerre. Là, pas avec l'effectif qu'ils ont. Avec 10 000 hommes, c'est 7 jours de perte. Donc, ils vont donner 7 jours d'oxygène en plus à l'armée russe. Mais c'est le geste. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un geste qui permet d'envoyer un message politique. Oui. J'ai des alliés. Ouais. Il y a Kim Jong-un qui est d'accord pour m'envoyer des hommes. Je fais le sommet des BRICS au bord de la Volga. Voilà, la moitié du monde vient. Donc là, il fallait que l'Occident... Il faut que l'Occident trouve quelque chose maintenant qui soit un changement de paradigme dans l'esprit de Poutine. Donc quoi, par exemple ? Autoriser les missiles longue portée Oui, ce serait un premier geste. Oui. Mais ni Trump ni Harris ne le feraient ? Trump sûrement pas, Harris OK. Nous sommes condamnés à subir. À subir ou à nous autonomiser, nous, Européens ? Non, nous subissons. Pour l'instant, on subit. Colonel Goya, est-ce que l'Europe doit... En gros, je reformule la question. Est-ce qu'une éventuelle victoire de Donald Trump ne peut pas nous faire un bon coup de pied au derrière ? À nous, Européens ? C'est trop tard. Trop tard. Pas sur l'Ukraine, sur le reste, oui. C'est-à-dire que sur la guerre commerciale, oui. Sur l'Ukraine, non. Non, pas seulement sur la guerre commerciale, c'est-à-dire sur la nécessité d'avoir une autonomie, y compris dans le domaine de la défense. Mais ça ne se crée pas du jour au lendemain. Donc pour l'Ukraine, je pense qu'effectivement, c'est trop tard aussi. Et vous avez complètement raison. Est-ce que c'est le moment où l'Europe va se dire il faut y aller ? Parce que c'est pas simplement qu'on va dépendre de Trump ou Harris, on va dépendre de 10 000 électeurs du Michigan ou de Pennsylvanie. C'est eux qui vont décider du sort de l'Ukraine et du sort de l'Europe. Ça rend quand même modeste. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez. Les Nord-Coréens, les Iraniens, est-ce qu'en moment on a entendu parler de co-belligérance. Les Occidentaux se torturent la tête pour « Ah non, on n'est quand même pas co-belligérants ». Vous avez des soldats et des drones qui sont de la co-belligérance.